solaire qui soit en fonction des besoins de chaque catégorie de la population. Alors que celui-là, l'universel, il sert à tout. Et c'est comme ça qu'on fait de l'optimisation. Puis on baisse les prix. On a même trouvé des cadrans solaires. Donc là, c'est beaucoup plus petit, hein, je le mets dans ma poche. Parce que je ne vous ai pas dit que les astrolabes, les plus petits que l'on a fait, qui nous sont parvenus, il ne faut pas qu'ils soient trop petits, parce que sinon ce n'est plus lisible. Puis c'est pas précis surtout. Parce que vous savez que dans les histoires, quand il y a des graduations, plus l'espace est grand, plus la graduation est précise. Si vous voulez diviser un cercle en 360 degrés, si vous prenez un petit cercle comme ça, ben, on ne voit rien, c'est pas très précis. Par contre, si c'est un grand, donc quel est le milieu? Ils ont trouvé que l'astrolabe le plus performant, disons celui qui a le moins d'inconvénients, il ne doit pas être en dessous de 10 cm de diamètre. Et il y en a jusqu'à 40 cm de diamètre. Ça, c'est juste pour faire joli. Et d'autres plus grands pour les observatoires. Donc, par contre là, puisqu'on l'a coupé en 4, on peut élargir un peu plus. Et on peut aussi rendre moins cher ces instruments. Comment? Ben, on a fait des astrolabes en bois et des astrolabes en carton. On en a trouvé. Vous allez dire, mais ils connaissaient le carton? Voilà des petites questions. Ben oui, parce qu'ils connaissaient le papier. Ils ne l'ont pas inventé. Ils disent qu'ils l'ont pris de chez les Chinois. Ça, ils ne le cachent pas. Comment ils l'ont pris, ça, ils ne le disent pas. L'information s'est perdue. Bon, il y a des légendes qui sont construites. Hein. Il y en a qui disent que, à la fameuse bataille de 751, qui a eu lieu le long d'une rivière qui s'appelle Talas, qui était la frontière à l'époque entre l'espace persan et l'espace chinois. Elle existe toujours, la rivière. Il y a eu une très grande bataille, décisive, où l'armée musulmane a battu l'armée chinoise. Pour la première fois, la puissante armée chinoise a été battue par une armée extérieure. Et les musulmans auraient fait beaucoup de prisonniers. Et parmi les prisonniers, ils auraient remarqué des gens qui étaient d'anciens ouvriers dans les papeteries chinoises. Donc ils les ont envoyés à Samarcande, et puis ils ont appris aux musulmans les techniques du papier. Nous pensons aujourd'hui que c'est une légende. Que bien avant l'arrivée des musulmans, Samarcande, qui est la ville la plus proche de la Chine, connaissait déjà les techniques du papier parce que le secret ne dure pas longtemps. Voilà. Quand ils ont conquis Samarcande, il y avait déjà une première fabrique de papier. Et ils ont transposé la technologie à Bagdad au IXe siècle. Voici un cadran sinus, qui sert uniquement pour les mathématiques d'ailleurs, pour les conversions. Voici un astrolabe, qui est marrant, qui n'est pas très pratique, mais juste pour montrer que les astronomes musulmans maîtrisaient tellement les mathématiques, tellement bien, qu'ils ont conçu l'instrument le plus dépouillé possible, mais qui fait le même travail que l'astrolabe. C'est un stylo. Vous le mettez dans votre poche, et avec 3 ficelles, avec évidemment des graduations sur le stylo, vous pouvez faire les mêmes opérations, les opérations fondamentales. Ça a été inventé d'ailleurs par un mathématicien du XIIIe siècle. Et puis il y a les observatoires. On peut considérer que un des apports de la civilisation de l'islam en astronomie, ce sont les observatoires. C'est la première fois dans une civilisation où des pouvoirs politiques vont financer des institutions, des établissements très grands pour faire de l'astronomie. Évidemment, quand vous lisez les livres hagiographiques, c'est-à-dire qui disent du bien de la civilisation de l'islam, etc., ils disent parce que ces hommes politiques étaient très éclairés, qu'ils étaient convaincus qu'il fallait développer la science. Mon œil. Moi, j'ai fait une petite enquête. Comme par hasard, tous ceux qui ont financé des gros établissements, il n'y en a pas beaucoup, hein, je voulais vous le montrer, eh bien c'est parce que les astronomes, eux, qui voulaient faire de l'astronomie, qui voulaient progresser dans l'astronomie, dans la science, pour avoir le budget, il a convaincu l'homme politique que c'était dans son intérêt de payer, de financer. Et quel est l'intérêt d'un homme politique? C'est que l'astronomie lui donne des outils politiques pour gouverner. Quel est l'outil politique pour gouverner? C'est l'astrologie. Parce qu'elle permet de prédire l'avenir sur mesure pour un homme politique. Pour dire qu'il va gagner les élections présidentielles, par exemple. Ça va faire un effet sur la communication. Or, ils avaient des outils de communication. C'était le vendredi pendant les mosquées, pendant la prière du vendredi. Donc il racontait, l'homme politique vient et il explique son programme. Enfin, le calife ou le roi, etc. etc. Voilà. En tout cas, tous les observatoires que nous connaissons
sauf ceux de l'Inde, mais ils sont tardifs et ils ont juste un but un peu culturel, comme ce que vous m'avez raconté, pour faire aimer la science, etc., etc., et pour revenir au patrimoine scientifique. Tous les autres, c'est parce que les hommes politiques étaient convaincus qu'une bonne astronomie permet de faire une bonne astrologie, donc de faire de bonnes prédictions de l'avenir politique des hommes qui gouvernaient à cette époque-là. Voici les observatoires. Il y en a qui étaient petits, comme ceux de Damas, Le Caire, Bagdad. Il y en a eu de nombreux ici. Alors, le plus ancien, très grand, c'est celui de Marara, ici, construit par le chef mongol qui a pris Bagdad en 1258, Hulagu. Le deuxième, Samarcande, au XIVe siècle. Donc ça, c'est le XIIIe, XIVe siècle. Alors celui-là, nous avons des vestiges. Nous avons des vestiges ici à Samarcande, si vous visitez Samarcande. Le troisième, le grand, Istanbul, XVIe siècle, mais il a été détruit par le sultan ottoman lui-même, sous la pression d'une partie de l'opinion qui avait été mobilisée par des théologiens dogmatiques qui avaient convaincu l'opinion que ces établissements d'astronomie ne servaient qu'à faire des choses interdites par Dieu, qui était l'astrologie. Il n'avait pas tort à 100%, puisque je viens de vous raconter quel est le vrai moteur. Mais en fait, le vrai travail que se faisait là-bas, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. L'astrologie, ça se faisait dans les palais. Bien. Et donc, ils ont réussi à mobiliser l'opinion. Il y a eu des manifestations très importantes à Istanbul, nous avons des témoignages. Et après avoir financé quelque chose qui a coûté très très cher, parce qu'il y a les instruments et tout, je vais vous montrer, eh bien, il a ordonné qu'il soit détruit. C'est le seul qui a été détruit, le seul. Les autres ont été construits dans des endroits où la population n'était pas excitée par les théologiens dogmatiques. Voilà. Il y a toujours eu des théologiens dogmatiques, hein, mais ils n'ont jamais été majoritaires. Le problème des théologiens dogmatiques, c'est pas qu'ils soient majoritaires, c'est qu'ils sont efficaces pendant les moments de crise, pas pendant les moments de développement d'une société ou de dynamisme de la société. Et c'est toujours dans les moments de crise. Et suivez mon regard, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voici ce qui reste de l'observatoire de Samarcande. Ça, c'est quelque chose qui a été construit pour pouvoir mesurer avec la plus grande précision possible le temps. Parce que ça mesure uniquement, il y a une graduation très très grande, la plus grande possible, hein, ça mesure le passage du rayon du soleil tout le long de cette travée qui est graduée. Voici celui du XVIe siècle. C'est un prince indien qui a construit plusieurs observatoires qui existent en Inde. Donc celui-là, vous pouvez le visiter. Celui-là est à, je crois, il est à Bénarès. Et il y en a 5 en Inde. Et voici ce qu'on faisait dans les observatoires. Ça, c'est la seule chose qui nous reste. C'est une image d'Épinal, dessinée par un peintre, de l'observatoire d'Istanbul. Il montre les astronomes, et ce qui est important, c'est qu'il montre avec fidélité les instruments qui étaient utilisés dans l'observatoire. Vous voyez, il y en a beaucoup. Or, ces instruments ont tous été authentifiés par les chercheurs en histoire de l'astronomie. Tous. Parce qu'on a trouvé des livres qui décrivent les instruments qui existaient avant, évidemment, cette... Et puis, évidemment, comme c'est au XVIe siècle, là, vous voyez quelque chose qui n'est pas anachronique du tout, parce que c'est après la découverte de l'Amérique. Donc là, il y a une map monde avec l'Afrique, l'Amérique, etc. Et voici les activités qu'on fait dans un observatoire. Là, c'est pour mesurer la distance zénithale. Alors, vous remarquerez, ce sont des images réelles, hein, authentiques, qu'il ne faut pas mettre sur Internet, hein, même ceux qui veulent prendre des photos, parce que c'est protégé par le copyright. Vous voyez là uniquement la taille des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas un instrument dans un bureau d'astronome. Hein. C'est vraiment dans un observatoire. Ce sont des instruments, les mêmes, mais à grande échelle. Là, ce sont les instruments de laboratoire, si j'ose dire. Et voici une autre. Vous voyez, ça, c'est un instrument qui mesure la hauteur méridienne d'un astre. C'est le long du méridien, la position de l'astre. Voilà, et puis, surtout quand il passe au méridien. Eh bien, voici les bonshommes, les astronomes, et voici donc la distance ici. Là, le Soleil et la Lune. Voici la mesure du diamètre apparent de la Lune et du Soleil. Et puis, il y
a évidemment les modèles, je termine sur ça. J'ai fini. Il y a les aspects théoriques de l'astronomie. Il faut distinguer les aspects théoriques, qui sont les modèles planétaires, et les aspects mathématiques que j'ai montrés longuement, qui sont toutes les techniques mathématiques, la trigonométrie, l'algèbre, l'arithmétique, et puis les tables astronomiques. Alors, il y a les modèles planétaires des Grecs. Les musulmans vont prendre les modèles grecs qui, pour chaque planète visible, il y a un modèle. Il y a 7 planètes, il y a 7 modèles. Ils ne sont pas les mêmes, parce que le mouvement des planètes, si vous les observez tranquillement, ne sont pas les mêmes. Et à chacun, Ptolémée et les Grecs avaient établi, d'une manière pas facile du tout, le modèle adéquat. Alors, il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'un grand astronome, qui s'appelle At-Tusi, Nasser ad-Din At-Tusi, qui a dirigé le fameux observatoire de Maragha, donc en Iran aujourd'hui, qui est près de Tabriz, il a inventé un résultat géométrique, un outil géométrique qui permet d'expliquer les modèles planétaires d'une manière différente que ce que faisait Ptolémée. Ça s'appelle le couple d'At-Tusi. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis il y a les 2 grands débats qui ont eu lieu, qui étaient précurseurs des débats qui vont avoir lieu en Europe. Je terminerai sur ça. Il y a eu, au début du XIe siècle, d'après le témoignage d'un grand mathématicien d'origine persane qui a vécu en Asie centrale, qui s'appelle Al-Biruni, les spécialistes ont discuté de la rotation de la Terre autour de son axe. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité du Moyen-Âge, c'est pas un tort, cette discussion a valu un procès à Galilée. Le Vatican a accusé Galilée de transgresser les règles de Dieu et de considérer que la Terre bouge sur son axe alors qu'elle est fixe d'après la volonté de Dieu. Toute l'astronomie chinoise, indienne, grecque, arabe, c'est avec l'hypothèse que la Terre est fixe. Pas de problème. Mais au XIe siècle, des spécialistes, sans aucun théologien dans le débat, tous des mathématiciens, nous avons la liste même, ont discuté de est-il débile de changer d'hypothèse? Est-il fructueux? Est-ce que si on change d'hypothèse, on peut faire une nouvelle astronomie? Ou on peut améliorer les résultats? Quelle est cette hypothèse? La première, c'est on va supposer que la Terre tourne autour de son axe. Eh bien, il y a eu un groupe qui était pour et un groupe qui était contre. Pour l'historien des sciences, c'est pas important qu'ils étaient pour ou contre. Pour l'historien des sciences, c'est que chaque groupe était l'un pour, l'autre contre, mais avec des arguments scientifiques de l'époque. Sans aucun argument théologique ou culturel ou merveilleux. Selon leur conception de la science, selon leur connaissance de la science, de l'observation, tout ce qu'ils ont appris sur l'astronomie, certains disent ce n'est pas possible, d'autres disent c'est possible, parce qu'on peut l'expliquer en ajoutant des éléments mathématiques. Alors il y en a qui disent on va uniquement changer ce qu'on appelle la représentation vectorielle, je dis en termes modernes, en termes mathématiques d'aujourd'hui, la représentation vectorielle du problème qui se pose. Le problème qui s'est posé pour eux, c'est un problème lié au fait qu'ils étaient esclaves d'une astronomie d'observation. Ils faisaient de la science avec ce qu'ils voyaient, pas avec ce qui était réellement dans l'espace. Et l'astrophysique va étudier ce qui est réellement dans l'espace, ce qui se passe dans l'espace. Alors il y en a un qui leur dit, mais ça ne peut pas marcher, pourquoi? Parce que si ça marchait, nous avons calculé, beaucoup mieux que les Grecs, la vitesse de la Terre si elle tournait autour de son axe. Parce qu'on connaît son périmètre. Et donc, connaissant son périmètre, elle aurait une vitesse tellement grande qu'un oiseau qui vole au-dessus de nos têtes ne pourrait pas être vu par un être humain, puisque sa vitesse est tellement petite. Alors il y a l'autre groupe qui dit, oui mais si on décompose, ça c'est très moderne, on décompose la vitesse de l'oiseau selon 2 vecteurs, mais on peut expliquer. Il y a un vecteur qui va vers la Terre et l'autre qui est comme ça. J'ai le texte, hein, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Enfin, il est écrit en arabe, mais dans un livre d'Al-Biruni. Bref, cette discussion n'est jamais sortie du milieu scientifique, contrairement
au débat qui a eu lieu à l'époque de Galilée, au XVIe siècle. Là, nous sommes au début du XIe. Après, vous me poserez la question, mais pourquoi? Est-ce qu'ils étaient plus cool que les chrétiens d'Europe? Ça, c'est une autre question. Deuxième chose, qui est encore plus importante. Ils ont discuté du mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire que s'ils avaient adopté l'hypothèse, ça serait l'héliocentrisme de Copernic. Bien sûr, nous savons que les Grecs avaient déjà émis une hypothèse d'héliocentrisme, mais qui a été abandonnée. Parce que leur philosophie ne le permettait pas, l'observation ne le permettait pas de confirmer, etc. Puis surtout, n'oubliez pas, ces deux hypothèses, même si on va les accepter, c'est que, compte tenu de l'état de la technologie astronomique, ça ne leur permettait pas d'améliorer les résultats. Parce que tous les résultats qu'ils avaient obtenus étaient des résultats qu'on appelle aujourd'hui relatifs. C'est-à-dire que si la Terre tourne autour du Soleil, ou le Soleil tourne autour de la Terre, sur le plan des équations mathématiques, ce sont les mêmes équations. C'est le référentiel qui change. C'est le système de coordonnées qui change. C'est l'origine des coordonnées qui change. Mais sur le plan des mathématiques, c'est une formule qui s'exprime différemment, en faisant des changements de variables, comme on dit en mathématiques. Bien. Mais le problème, c'était, est-ce qu'ils vont être embêtés par des théologiens, par des pouvoirs politiques qui vont leur dire, vous n'avez pas le droit de débattre de ça. Nous n'avons aucun élément qui nous permette de dire qu'il y a eu intervention de théologiens ou d'hommes politiques pour leur interdire de parler de ces choses-là. Mieux que ça, s'il y avait eu ça, eh bien, on n'aurait pas recopié ces passages qui auraient été tabous. Or, on les trouve dans des manuscrits qui vont être copiés depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On les trouve dans les bibliothèques. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui soutenaient le fait qu'on pouvait discuter de ces choses-là. Et effectivement, ce n'est pas scandaleux, puisque ce sont des hypothèses. Voilà. Bien. Ben voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Maintenant, la grande question, je vous la laisse à vous. Hein. Pourquoi au XIe siècle, on aborde deux problèmes qui vont valoir deux procès à Galilée, le premier et le deuxième, qui vont valoir aussi le bûcher à Giordano Bruno, avant, et qui ne vont avoir aucune conséquence sur les astronomes des pays d'islam au XIe siècle en Asie centrale. Eh bien, la réponse est très très simple, à condition de connaître l'histoire de cette civilisation. D'abord, la civilisation de l'islam et la société musulmane n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une civilisation qui s'est construite lentement depuis le 7e siècle. Elle a eu des périodes de grand dynamisme, de grande ouverture, de gestion un peu internationale de l'Empire. Et donc elle a eu des gouvernances séculières, et non pas théologiques, et non pas avec l'application à 100% de ce qu'on appelle la gouvernance religieuse. Et enfin, surtout la chose la plus importante, c'est que le système de gestion de la cité, je terminerai sur ça, le système de gestion de la cité est différent de la gestion de la cité chrétienne d'Europe. Le Moyen-Âge européen était structuré de la manière suivante. Il y avait le pouvoir religieux, spirituel et politique, et idéologique. Le pouvoir politique du roi, politique et non pas spirituel. Le pouvoir politique des féodaux, et après viendront ce qu'on appelle les pouvoirs politiques des citoyens lorsque les bourgs vont intervenir, c'est à partir du XIIe siècle. Et il y avait des connexions très fortes en Europe entre le pouvoir royal et la papauté, les vassaux du roi et la papauté, toujours dans un sens théorique, je parle de théorie, dans un sens qui est le suivant, c'est que celui qui a le pouvoir de Dieu est au-dessus de tous. Ce qui n'est pas le cas en pays d'islam. En pays d'islam, le pouvoir temporel est entre les mains de quelqu'un qu'on appelle le calife. Bon, il n'y aura pas que des califes, il y aura des rois, etc. Alors, je parle d'une manière théorique. Le calife, qui lui détient son pouvoir du fait qu'il est le lieutenant du prophète sur terre. Il n'est pas le lieutenant de Dieu sur terre, c'est très différent comme nuance. Et donc, il est le lieutenant du prophète sur terre, et son rôle est de gérer la société qui a été créée par les conquêtes musulmanes. Cette société est multiforme, elle est multiconfessionnelle, multiculturelle, et donc les lois de l'islam ne s'appliquent pas à toute la société. Et donc c'est une gestion séculière de cette société, globalement. Pour les musulmans, ce sera une gestion religieuse, mais dans l'application,
est surveillé non pas par les théologiens, mais par les juges. Donc il y a une structure de pouvoir où il y a le pouvoir politique, dont dépendent les juges. Les juges sont ceux qui gèrent, sont les intermédiaires pour gérer la cité, dans toute sa diversité. Les théologiens ne dépendent pas du pouvoir politique. Et inversement, le pouvoir politique ne dépend pas des théologiens. Pourquoi? Parce que les théologiens en pays d'islam, 87%, c'est-à-dire les orthodoxes, n'ont pas de clergé. N'ayant pas de clergé, ils n'ont pas de pape, ils n'ont pas de prêtre. Ils ont des imams et des muftis. Un imam, c'est une fonction temporaire, choisie, qui fonctionne par le choix des fidèles. Et l'imam, normalement, est révocable à tout moment. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein, comme ça, vous pouvez vider votre imam si vous ne plaît pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'imams qui ont été choisis par des pays étrangers et qui sont là. Bon, je vous dis la vérité, parce que j'ai fait de la politique. Hein. Je ne vous dis pas tout. Donc il y a l'imam, sa fonction, c'est de diriger les 5 prières de la journée. Uniquement. Le mufti, c'est un savant en religion. Il est là pour donner des fatwas. Le mot fatwa, ça veut dire un avis religieux lorsqu'on lui pose une question. Si on ne lui pose pas de question, il ne donne pas d'avis. Donc il ne vient pas obliger la population de son quartier de faire ceci ou cela. Ce n'est pas son rôle. Parce que c'est basé sur un principe théorique, toujours théorique, fondamental, qui est que il n'y a pas d'intermédiaire entre le bon fidèle et le mauvais fidèle et Dieu, en islam, en théorie. Sauf chez les chiites, qui sont moins de 20% jusqu'à maintenant. La majorité des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ils sont 1,5 milliard quand même, appliquent normalement, devraient appliquer ce principe. Seul Dieu juge l'action humaine, bonne ou mauvaise. Par contre, les théologiens ont un rôle redoutable. Ils sont les éducateurs de la population. Ils sont les éclaireurs. Ils sont ceux qui expliquent la bonne voie pour s'approcher de Dieu. Mais tout ce qu'ils disent n'est pas, sur le plan juridique, exécutoire. C'est ça la différence. Aucun juge ne peut appliquer et n'a appliqué une décision d'un théologien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un théologien comme aujourd'hui qui fait une fatwa pour excommunier quelqu'un parce qu'il dit que c'est un mauvais musulman, ça ne s'est jamais vu en pays d'islam. Il y a eu des gens qui ont été traînés devant la justice, en les ayant accusés d'être de mauvais musulmans, mais c'est parce que le pouvoir politique a décidé qu'ils étaient dangereux pour l'équilibre de la société. Il les avait condamnés par les juges. Les théologiens jouent un rôle, bien sûr, pour faire monter la mayonnaise, si j'ose dire. Mais c'est le juge. Et si le pouvoir politique avait décidé de les gracier, ils auraient gracié. Mais sur 8 siècles, on ne connaît que 2 victimes célèbres de cette décision du pouvoir politique. C'est 2 mystiques, comme par hasard. C'est Al-Hallaj et Sohrawardi. Ils sont connus. Or, les mystiques, à un moment donné, c'est un courant puissant au pays d'islam. Certains dirigeants mystiques ont été considérés comme étant des dangers, non pas pour le pouvoir politique, mais des dangers parce qu'ils pouvaient faire dévier la population vers une autre vision de la société musulmane. C'est-à-dire remettre en cause le pouvoir politique, remettre en cause les théologiens orthodoxes, etc. etc. Voilà. C'était trop. Et encore, nous n'avons pas des milliers, des cents et des mille. Donc voilà ce que je voulais vous dire, pour ne pas vous laisser comme ça en suspens sur cette question. C'est pas parce que les théologiens musulmans étaient plus gentils que les théologiens européens. Moi, je le dis comme ça simplement. C'est tout simplement parce que ce sont 2 structures sociales totalement différentes et 2 cultures totalement différentes. Eh bien, je vous ai fait traîner jusqu'à 8h20. Je m'excuse d'avoir été très long. Mais d'habitude, je parle 1h30, 1h45. On n'a pas commencé à 18h, donc ça va. Donc j'ai parlé 2 heures. Allez. Ah, une question déjà.